Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des Tchatcheurs. 23 avril 2022, 23 avril 2023, cela fait un an maintenant que l'élection à la FIFA a eu lieu. Oui, un homme est parvenu à être élu après cette élection mouvementée. Il s'agit bien sûr de Idriss Yacine Diallo. Allez, un an après son avènement à la tête de la FIFA, le bilan d'Idriss Diallo est-il convaincant? Voici donc le sujet du jour. Ils sont là, vos Tchatcheurs du jour. Les inséparables Choalieu Demandé et Martial Gorou. Salut à vous, messieurs, comment allez-vous? Salut Magat, ça va très bien. Allez, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, vous le savez. Ce serait très chaud tout à l'heure entre nos deux débatteurs. Messieurs, on le disait, hein, donc il y a un an, Idriss Diallo prenait donc les rênes de la Fédération ivoirienne de football, on l'a dit, hein, 23 avril 2022, 23 avril 2023, cela fait un an maintenant. Bon voilà, pour l'élection la plus mouvementée de l'histoire de la Fédération ivoirienne de football, je le demandais. Oui, effectivement, l'attente fut longue parce qu'une élection qui devait avoir lieu en septembre 2020, qui a été reportée. Ensuite, on se souvient très bien du processus électoral qui a été suspendu par la FIFA. Et puis, il y a eu la mise en place du comité de normalisation qui a conduit, après un premier report, qui a conduit ces assises-là. On a vu, il y a 3 candidats qui étaient au final. Et puis, Idriss Diallo a réussi à gagner cette épreuve, cette compétition-là, ce match-là. Et il a été élu, il a succédé à Feu Sidi Diallo. Voilà, bien résumé, mon cher Choalieu Demandé. Martial Gorou, avec le recul, quand même, il faut reconnaître que c'était quand même passionnant, la période des élections. Oui, mais vous savez, l'attente fut très longue parce que de 2020 à 2022, toutes les passions sont passées et vraiment toutes les tensions étaient mêlées à cette campagne-là. Heureusement, bon, il y a eu une normalisation, une transition et puis, comme il fallait s'y attendre, est arrivée la fin de la normalisation. Et puis, il y a eu cette élection. Il y avait 3 candidats, M. Yacine, M. Didier Drogba, M. Souri Diabaté. Et puis, bon, Yacine l'a emporté. On revoit encore les images donc du 23 avril 2022. Oui, l'histoire est un témoignage, comme on l'a dit. On a vu la salle bondée vraiment de monde, 81 membres actifs également, avec les membres du CONOR, FIF, Mme Dao Gabala et autres. Vraiment, c'était vraiment très chaud. Oui, c'était chaud parce qu'il y avait la passion, et puis il faut dire que cette élection a suscité autant de commentaires parce qu'il y avait la candidature de Didier Drogba. C'est le seul fait? Oui, non, mais c'est lui, parce qu'il y a eu plusieurs élections en Côte d'Ivoire. Oui. Moi, je me souviens très bien de l'élection de 1999 entre Jacques Anouma et Dieng Ousseynou, qui a été aussi chaud. Mais après, Jacques Anouma contre Eugène Diomandé en 2002. 2002, oui. 2002, ce n'a pas été une élection aussi chaude. Après, en 2011, il y a eu l'élection entre Sidi Diallo et Sadi Bitogo. Ça n'a pas atteint ce sommet-là. Donc, pour une fois, enfin, pas pour une fois, parce que Ezen Emmanuel déjà avait assuré l'intérim, mais il y avait un footballeur qui était candidat, et c'est une icône qui était candidat, donc ça a suscité beaucoup de commentaires, et puis surtout on sait qu'avec tout ce qui s'est passé, avec question de parrainage, l'histoire de parrainage, la candidature avait été rejetée ensuite, donc tout ça, ça crée de la tension, ça crée de l'ambiance, ça crée de l'émotion, et puis bon, voilà. Comme Charles le dit, alors c'est parce que c'était l'ancien footballeur, l'ancienne légende des éléphants de Côte d'Ivoire, ou c'est parce que c'est lui Didier Drogba? Ou dissocier les deux, ou ça va de pair? Moi, je pense que l'intérêt était plus à l'extérieur des membres actifs de la Fédération ivoirienne de football. Dites-nous, pourquoi à l'extérieur, je ne comprends pas? Oui, non, mais au niveau des acteurs du football ivoirien, je pense qu'il n'y a pas eu tellement de passion comme on veut le faire croire. C'est vrai, il y a eu cette candidature. Il n'y a pas eu de passion, alors qu'il y a des présidents qui ont disparu au dernier moment, qui devaient voter pour un tel candidat. Non, après, beaucoup on cherchait. C'est propre à toutes les élections. Oui. Ça, c'est les trucs, les arrangements, les trucs qui se font. Ça, c'est propre, souterraine. Voilà, souterraine, propre à toutes les élections. Mais je vais dire qu'en dehors de l'engouement populaire qui ne se percevait pas au niveau des acteurs, ceux qui devaient voter, le président de la FIFA, c'était
un engouement populiste qui était en dehors des acteurs du football. Donc oui, effectivement, il y a eu ce mouvement populaire, mais en fait, ça n'a pas servi à grand-chose. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce qu'on ne va pas quand même dénaturer l'histoire. Oui. Ici, c'est une histoire qui est récente. Oui. On a vu un peu les transferts des présidents de clubs qui ont changé de camp. On a vu un peu ces présidents de clubs qui ont donné des doubles parrainages, etc., etc. Donc, ce n'est pas seulement l'élan populiste, l'élan populaire, mais c'est aussi au niveau des présidents de clubs. Des membres actifs eux-mêmes. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Donc là, quand même, on ne peut pas aujourd'hui dénaturer l'histoire. Non, je ne dénature pas l'histoire. Ouais. Mais je dis clairement, mais c'est normal. Vous voulez dire que la passion n'était pas aussi... Oui, vivre au niveau des votants. D'accord. Et ça, c'est normal. Vous savez, quand il y a une élection, avant que l'élection n'ait lieu, la bataille se mène. Chacun veut s'attirer les parrainages. Et ça, rappelez-vous, l'élection qui a eu lieu en 2011 entre M. Salif Bitogo et Feu M. Diallo, oui. Et Sidi Diallo, pardon, il y a eu des présidents des clubs qui ont été enlevés, notamment dans un hôtel d'un candidat, pour se retrouver dans le camp de l'autre. Ça, c'est pas nouveau. Ça, c'est le transfert du siècle. Oui, c'est pas nouveau. Oui. Ça se fait, c'est les tractations, c'est habituel. C'est inhérent aux élections. D'accord. Ouais, mais le fait de nous le faire ici, en 2011, on n'a pas vu ce double parrainage-là. On n'a pas vu des présidents qui étaient dans un camp qui ont changé de camp. Oui, non. Si. Non, officiellement. Des présidents qui étaient assidus. Des présidents qui étaient assidus dans un camp. Si. Oui, écoute-moi. Oui. Mais ce que je veux dire, toi, tu ne peux pas nier le fait qu'il n'y avait pas d'engouement au niveau des présidents de club. Voilà, toi, tu ne peux pas nier ça. Il y a un engouement populaire. Il y a des gens qui accompagnent un candidat qui ont battu le pavé. On l'a vu. C'est vrai, ça a intéressé pratiquement tous les Ivoiriens. C'est là que j'ai vu cet engouement-là. Mais au niveau des plans des clubs, ils étaient sereins. La plupart avaient déjà choisi leur candidat et ça n'a pas changé. C'est ce qu'on a vu. Comme le dit Charles demandé, effectivement, c'est parce qu'il y avait un candidat qui s'appelait Didier Drogba aussi également. Hein, parce qu'on le sait, Didier Drogba n'est pas n'importe qui dans le paysage du monde du football. Voilà, je ne parle même du tout de la Côte d'Ivoire, hein, à l'international, effectivement. Alors donc, on connaît donc le dénouement, hein, et le président Idriss Yacine Diallo a été élu avec 63 contre 61, c'est bien cela, hein? Oui. Des voix au deuxième tour. C'était vraiment très serré, hein? Oui, vraiment très serré. Oui, mais c'est ça aussi, ça montre que c'était un peu difficile. Et les reports de voix du candidat qui a été éliminé au premier tour n'ont pas été véritablement, automatiquement, ne sont pas revenus à un des deux candidats qui sont allés en finale. Et donc, c'est ce qui a fait que, vraiment, c'était serré au second tour. Je crois que celui qui a été plus pragmatique, qui a bâti sur sa campagne sur une équipe et qui a mis au cœur de son dispositif les présidents des clubs, c'est lui qui a gagné de 2 voix. Je vais demander Idriss Diallo. 2 voix et on est président de la FIFA. Ça, c'est vraiment très important pour lui. Effectivement, ça veut dire que c'est joué dans un mouchoir de poche. Oui. Ouais, c'est dans un mouchoir de poche. Bon, et puis, quoi qu'on dise, il y a eu sans doute des trahisons. Des trahisons. Trahisons de la part de qui? Oui, mais des trahisons de certains membres actifs qui étaient censés voter Pierre, qui ne l'ont pas fait. Qui ont fait voté Is. Il y a des bulletins qui ont été annulés. Bon, est-ce qu'ils ont fait sciemment? On ne le sait pas, mais une chose est certaine, c'est que ça s'est joué dans un mouchoir de poche. Et c'est ce qui explique qu'une élection n'est jamais gagnée d'avance. Jusqu'à ce qu'on donne les résultats, il faut se battre. Il ne faut pas croire que tout est gagné. Et c'est ce qui a été démontré lors de cette élection. Mais personne n'a cru que tout était gagné d'avance, mon cher Martial. Certains l'ont cru. Non, pas du tout. Qui l'a cru? Je ne poserai pas la question. Voilà, je n'irai pas là-bas, M. Choualiou. Pas de tout. Allez, avançons. Donc, oui, on l'a dit, hein, Idriss Diallo, ce n'est pas un parvenu. Hein, c'est un homme qui connaît bien le cercle très fermé donc, du monde du football en Côte d'Ivoire. Depuis les années 92, c'est bien cela. Hein. Donc, il a pris les rênes de cette fédération-là. Oui, et M. Idriss Diallo, je crois qu'il a, depuis M. Diengou Sénou, il était présent au sein de cette fédération. Il a continué avec M. Jacques Anouma. Et puis, maintenant, il a disparu pendant 10 ans des affaires fédérales, mais il était président d'un club qui est l'AFAD. Vice-président, hein? Bon, vice-président. Mais pas président actif en ce moment-là. Oui, vice-président d'un club qu'on appelle l'AFAD. Donc, ça veut dire qu'il était quand même en contact avec certains acteurs du football ivoirien. Donc, il a préparé sa chose et il a cru, il est venu, il a présenté un projet et il a dit lors de sa campagne qu'il avait véritablement une mission essentielle qui était de transformer le football ivoirien par une organisation efficiente
une structuration efficace et qui devait donner des résultats de façon constante. Avant de revenir sur les résultats, effectivement, qui fait donc l'objet du débat dans l'heure de Tchakeur d'aujourd'hui, mon cher Choualio Diomandé, on va dire qu'avec cette élection-là, on est revenu à la normalité. Après donc 2 ans, la Fédération ivoirienne de football a été mise sous pavillon de la FIFA. Ça aussi, c'était une très bonne nouvelle aussi de quitter, effectivement, le comité de normalisation pour revenir à la normalité. Absolument, il fallait quitter la normalisation pour retrouver la normalité parce que c'est vrai que entre normalisation et puis un comité exécutif normal, il y a une différence. La normalisation, on l'a tous reproché au fait que c'était des membres qui à part un ou deux, ne connaissaient pas le football. Dao Gabara, excusez-moi, elle ne connaissait pas le football, mais elle a été mise là pour gérer une transition. Donc il fallait retrouver très rapidement cette normalisation-là et puis la FIFA. Parce que, vous voyez, la FIFA n'a même pas intérêt, dans le fonctionnement, la FIFA n'a pas intérêt à détruire ces associations. Oui. Elle prône la bonne gouvernance dans ces associations. Une fois qu'il y a des problèmes dans une association, elle intervient, comme elle est intervenue dans d'autres pays où il y a la normalisation. Donc la FIFA a intérêt que ces associations-là fonctionnent bien, qu'il y ait des présidents élus pour qu'ils puissent diriger ces associations-là. Et de manière convenable. Allez, donc on vous a compris. Hein. Voici donc ce qui nous amène à notre sujet du jour. 1 an après son avènement à la tête de la Fédération ivoirienne de football, le bilan d'Idriss Diallo est-il convaincant? Voici donc le sujet du jour. Allez, Martial Goro, nous vous écoutons. Oui, mais on ne dira pas son bilan. Il faut dire que c'est tout juste le bilan d'une année, de quelques mois. Donc oui, ça m'a convaincu. Vous n'êtes pas obligé de faire des commentaires là-dessus. C'est le bilan, effectivement. On a parlé de 23 avril 2022, 23 avril 2023. Donc ça fait 1 an, n'est-ce pas? Donc on peut parler de bilan, mon cher Martial Goro. Oui, allons-y avec vous, je l'ai demandé. Non, moi je suis resté sur ma faim. Sur votre faim? Oui, je suis resté sur ma faim. Donc c'est un grand nom pour vous? Non, moi le bilan ne m'a pas convaincu. Je suis resté sur ma faim. D'accord, monsieur, on va avancer. Alors, on va commencer maintenant point par point. Au niveau des acquis sportifs, les acquis du président Idriss Yacine Diallo. Première polémique de son mandat, les descentes et montées. Donc en Ligue 1, il tranche avec son pouvoir discrétionnaire, alors que l'AG du 18 juin 2022 avait décidé de recourir à la Ligue professionnelle, donc aux membres actifs qui devaient décider de ça. Également, Martial Gourou, voici le premier couac du mandat du président Idriss Diallo à ce moment-là. Montrez-moi si on peut l'appeler ainsi. Il n'y a pas de membre actif qui avait décidé que c'est eux qui allaient décider. On dit recourir à la Ligue professionnelle. La Ligue professionnelle, c'est aussi les membres actifs. C'est le président de la Ligue professionnelle qui a fait une sortie, mais cette sortie n'était pas officielle. C'est lui qui l'a dit. Et le président de la fédération a ce pouvoir-là. Il a décidé, et je crois qu'il fallait faire passer le nombre d'équipes de 14 à 16 pour rendre plus performant cette compétition, parce que quand on augmente le nombre d'équipes, ça veut dire qu'on a plus de nombre de journées. Donc, on rentre quand même dans quelque chose qu'on voit au niveau des championnats européens. La plupart des championnats européens, il y a 20 équipes. Et vous voyez en Allemagne, c'est 18. Oui. Donc, en 4 journées. Voilà, donc, nous, ça fait 26. Bien sûr. Donc, il faut un certain nombre de journées pour rendre un championnat plus compétitif. Donc, je crois que c'est ce qu'il a essayé de faire en augmentant le nombre de clubs. Donc, c'était bien comme ça de prendre son pouvoir, son bâton de pèlerin, son pouvoir discrétionnaire et puis décider de lui-même. Je vais demander, vous comprenez ça également ou pas? Non, écoutez, c'était une volonté, c'est une promesse de campagne. Même les trois candidats avaient décidé d'augmenter le nombre de clubs pour rendre le championnat plus compétitif. C'est vrai que jouer le nombre de matchs, jouer beaucoup de matchs, permet aux équipes d'être en jambes. Donc là, c'était important de le faire. Donc c'était une promesse de campagne qui a été respectée. Et puisque tous les autres candidats avaient aussi décidé de passer de 14 à 16. C'est la façon, la manière dont ça a été fait qui dérangeait quand même plus d'un, vu que, bon, nulle part dans les tests de la FIF n'est interdit les descentes et les montées. Mais en ce moment-là, non, vous me laissez le temps de poser la question. En ce moment-là, effectivement, le président décide de lui-même de dire que, bon, cette fois-ci, il n'y a pas de descente. Voilà, et d'aucuns disaient que c'était pour protéger, peut-être quoi, le COP, tout ça. Oui, on a eu le débat ici. Oui. On peut le dire. Ça dépend de où tu te situes. Oui. C'est vrai que, voilà pourquoi souvent j'ai eu du mal avec cette fédération, parce qu'il y a des problèmes de communication. Il y a des lacunes, ils ont étalé beaucoup de lacunes en termes de communication. Tout à l'heure, vous venez de relever, lui-même vient de le souligner, que c'est le président de la Ligue qui avait fait une sortie. Oui. Et, bon, c'est un président de la Ligue
qui a été nommé par le président qui a été nommé par le président Idriss Diallo, qui sort comme ça, qui fait des déclarations, et puis après, on le désavoue. Bon, tout ça, ça faisait un peu de désordre. Bon, moi, je crois qu'on ne va pas refaire le monde. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Ceux qui sont les acteurs, qui sont les clubs, je ne crois pas que certains se soient plaints de cette décision. Si, Marcel Gourou. Quand je dis se soient plaints de cette décision, n'a pas demandé que ça ne se passe pas et qu'on bloque le championnat. Tout le monde a accepté vers la fin la décision qui a été prise. Je pense que tout le monde y est allé. Mais n'empêche qu'il y a eu des grincements dedans au départ, comme le président de Yamoussoukro. Bon, oui, mais ça, c'est normal qu'ils le disent. Parce que lui, il n'était pas celui qui a monté. Et ça arrive à tous les moments. Souvent, quand il y a un arbitre qui chiffre un match, quand ça m'arrange, l'arbitrage est bon, mais quand je perds le match, l'arbitrage n'est pas bon. Moi, je pense que c'est des débats futiles. Il faut qu'on passe à des choses. Il faut qu'on passe à autre chose. Maintenant, je vais demander, vous avez dit effectivement que son bilan ne vous a pas convaincu. C'est à quel niveau? Sur plusieurs points. Lesquels? Sur plusieurs points. Au niveau d'abord de sa gouvernance. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une opacité au niveau... Une opacité, c'est trop fort, ça. Non, j'arrive, laisse-moi peut-être terminer. Oui, allons-y. Une opacité dans la communication sur certains chiffres au niveau du montant des sponsors. Parce que... Mais Charles Demandé, c'est pas nouveau. Oui, mais c'est pas nouveau, mais c'est pas nouveau. Ils ont dit ici que lorsqu'ils allaient arriver, ils allaient être transparents dans la gestion, qu'ils allaient informer le club. Même quand ils battaient campagne, quand ils recevaient des présidents de club, c'est ce discours qu'ils tenaient, que vous serez informés de tout. Mais maintenant, vous arrivez, vous faites signer des contrats, les clubs, les membres actifs ne sont pas informés. Et même au niveau du commerce, c'est seulement, il y a des membres du commerce qui ne savent même pas le montant des sponsors. Ça, c'est grave ce que vous dites. Non, honnêtement, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Et puis, deuxièmement, il a dit que c'était son slogan, rassembler pour développer. D'accord. Mais honnêtement, depuis qu'il a rassemblé qui? Il a rassemblé qui? Les clubs sont divisés. La preuve, il y a un groupe de clubs qui sont allés créer une association, un GIS bis, même s'ils ne le disent pas. Les anciens footballeurs sont toujours divisés. Les arbitres sont divisés. Moi, je pense que ça a été un problème. Au niveau de la relance de la Ligue 1, c'est aussi un fiasco, le championnat de Ligue 1. Parce qu'il a dit qu'il allait venir relancer le championnat de Ligue 1 au niveau de la division populaire, au niveau de beaucoup de choses. Pour moi, ce n'est pas ça. Et sur le plan sportif, il y a eu beaucoup d'échecs. On va entrer dans le débat. Oui, voilà. Effectivement. Allons-y, oui. Oui, ce que je voulais dire, je vais rebondir sur le dernier élément dont il a parlé. Monsieur Idriss Diallo, lorsqu'il lançait sa campagne à l'Hôtel Ivoire, excusez-moi, dans un hôtel de la place. On vous envoie la facture, mon cher Marcel. Dans un hôtel de la place, c'était le 7 avril 2022. Oui. Il a dit qu'il allait prendre les gens de toutes les tendances. Vous comprenez? De toutes les tendances. Les compétences de toutes les tendances. De toutes les tendances, une fois élu, c'est ça? Lorsqu'il a été élu, d'accord, son comité exécutif, il a laissé 3 places pour ses adversaires. Mais il avait décidé de passer de 20 à 24, si je ne me trompe pas, un truc comme ça. Oui, il a augmenté le nombre. Voilà. Il a laissé des places pour ses adversaires. D'accord. Il lui a tendu la main. Oui. Mais cette main n'a pas été attrapée. Par contre, il y a des compétences. Est-ce qu'il a fait ce qu'il fallait faire? Je dis oui, il l'a fait. Oui, il l'a fait. Ah oui? Oui, mais il l'a fait. Mais attends, M. Magat, quand tu es élu et que tu lances un discours d'apaisement, tu dis, je vous réserve des places à M. Didier Drogba et à M. Sori Diabaté. Oui. Mais il a tendu la main. Mais si la main n'est pas attrapée, il n'ira pas leur forcer la main, mais les obliger à venir. Donc, les discussions continuent. Mais par rapport à ça, il faut noter que dans son comité exécutif, il y a M. Hervé Siaba. Hervé Siaba n'était pas membre du staff de M. Idriss Diallo. Il était membre du staff de M. Sori Diabaté, un membre reconnu d'ailleurs. Et il y a un autre, M. L'Espert, comptable, Yao Georges. Oui. Il était membre et sur la liste de M. Sori Diabaté. Monsieur le président de Chagrak, M. Kofi. Oui. Qui appartenait au staff de M. Didier Drogba. Est membre aujourd'hui du comité exécutif. D'accord. Mais donc, je vais dire que... Et vous avez oublié aussi Jean Diomandé? Oui, M. Jean-Marie Diomandé. Oui. Mais lui, non, il n'est pas au sein du comité exécutif. D'accord. Mais il a été nommé au niveau de la CAF sur proposition de M. Idriss Diallo. Il est devenu aujourd'hui un commissaire au MAC CAF. Madame
Ginette Ross, qui appartient au camp de M. Idriss Sori Diabaté, a été reconduite, même si elle était, mais c'est sur proposition de M. Idriss Diallo qu'elle a été reconduite dans sa fonction de commissaire au maquis. Je peux donner des exemples à un point fini. Donc, je vais demander votre réponse là. Non, oui, mais effectivement, ça me fait rire. Ah oui? Parce que tu as parlé d'Hervé Chaba. Tu penses que Hervé Chaba a eu la caution de Sori Diabaté? Tu penses que monsieur le président de Shadrach, il a eu la caution de monsieur Didier Drogba? Bon, je vous pose la question. Non, j'arrive. C'est des choix individuels. D'accord. Ils ont décidé de partir. D'eux-mêmes. Sinon, c'est pas. Est-ce que monsieur Idriss Diallo a appelé monsieur Didier Drogba pour dire bon, je vais prendre monsieur Shadrach et puis Didier Drogba dit bon, prends-le? Non, c'est des choix personnels. Comme certains qui étaient avec Sori Diabaté, qui ont décidé de changer de veste, qui ont retrouvé Idriss Diallo. Mais ce n'est pas des choix. Donc, j'allais demander, vous voulez nous faire croire que ce n'est pas l'actif du président Idriss Diallo qui allait le chercher et il faut pas... Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Oui. Ce que je veux dire. C'est-à-dire que de toute façon, il est en train de présenter l'affaire. Oui. C'est comme si c'était une volonté du candidat Sori Diabaté ou du candidat Didier Drogba. C'est des choix personnels. Ils ont décidé de partir, d'aller servir Idriss Diallo. Ça, c'est des choix personnels. Voilà. Maintenant, vous qui êtes dans le camp, enfin, pas que vous qui êtes dans le camp, je veux dire, le président de Shadrach qui est dans le camp de Didier Drogba, par exemple, avant de partir chez Idriss Yassine Diallo, vous pensez qu'il n'a pas eu l'aval de Didier Drogba? Non, mais moi, je pense que c'est des choix personnels. D'accord. Et tu ne peux pas les en vouloir. Chacun a ses objectifs. Tu ne peux pas les en vouloir. Chacun a ses objectifs. Donc, je pense qu'il ne peut pas empêcher quelqu'un d'aller dans un commerce. Donc, je dis, je le répète, c'est des choix personnels. D'accord. Oui, allons-y. Ce que je veux dire, il ne faut pas infantiliser les dirigeants des clubs. Laissez-moi finir. C'est de façon volontaire et personnelle que chaque président a décidé d'aller soutenir un candidat. Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. C'était pas une obligation. D'accord. Donc, si un candidat élu, et par rapport à son slogan, rassembler pour développer, il a lancé un appel à ses adversaires. C'est-à-dire que ceux qui étaient ses adversaires, et que ces derniers n'ont pas répondu, et que dans leur camp, des pères de famille, des responsables, des citoyens se lèvent et rejoignent l'appel du président, je crois que le président a réussi sa mission de travailler avec les gens de tous bords. Non, parce que quand on parle de rassembler, peut-être qu'à la limite, si tu avais peut-être, on voit Sori Diabaté avec Idriss Diallo. Voilà, mais vous savez que ça, c'est pas possible. Non, attends, qu'est-ce qui n'est pas possible? Tout dépend d'une démarche. Sur Idriss Diallo, avec Didier Drogba, etc. Mais quand tu fais fi de tout ça, tu vas pêcher de gauche à droite, et puis des gens, peut-être que pour leurs ambitions personnelles, ils viennent d'un commerce, ils veulent toujours là où le soleil brille. Ça, c'est des choix. Voilà. L'appel a été lancé. Si ceux à qui l'appel a été lancé, les têtes n'ont pas voulu accepter cet appel, il y a d'autres personnes qui l'ont accepté, et je crois que c'est les gens de tous bords qui sont en train de travailler aujourd'hui pour le comité exécutif actuel. Donc c'est un faux rassembleur. Non, pas du tout. Non, je vais demander, c'est trop fort ça. Je n'ai pas vous laisser dire ça. Pas de faux rassembleurs, pas de faux rassemblements. L'essentiel, effectivement, ceux qui travaillent avec les gens de tous bords, effectivement, je pense que c'est le plus important. Pour revenir à la gouvernance du président Idriss Yassine Diallo, vous le disiez si bien. Alors, jamais, sur l'égide d'une fédération, les membres actifs, ou du moins certaines dénominations ont été aussi opposées. Comme on le voit maintenant, comme il a dit effectivement, la FI, après maintenant on a l'UFPCI dirigé par notre ami Zoromac, après aussi les arbitres Danon d'un côté et puis Aboubacar Charaf d'un côté, ça aussi également sont des guéguerres et c'est sous la présidence de Idriss Diallo. Ça aussi également. C'est pas nouveau. On peut se poser la question. Les germes de ces crises-là étaient déjà perceptibles lors de la campagne électorale, dans la pêche au parrainage. Et il y avait des crises dans ces différentes associations, dans ces différents groupements d'intérêts. Ce n'est pas né après l'élection du président de la FIF. Ça existait déjà. Je vais vous dire qu'avant l'élection à la présidente de la FIF, au niveau de l'AMAFSI, qui est l'amicale des arbitres de football de Côte d'Ivoire, il y avait 3 textes. Et l'affaire était pendante devant la justice. D'accord. Et c'est le CONOR qui a décidé de choisir une des parties pour diriger cette association. À l'Africa Sport, il y avait déjà une crise, il y avait eu un bicéphalisme. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Comme il a dit le président, à l'AFI, la crise existait déjà. D'accord. Et c'est pourquoi cette crise... Donc, c'est bon de continuer comme ça dans la crise? Non, c'est pas bon de continuer. Voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, monsieur Idriss Diallo? Si des gens appartiennent à une association, parce qu'il y a eu une crise par rapport à une élection,
et qu'on décide de quitter cette association, qu'est-ce que M. Idriss peut bien faire? Il a dit qu'il faut que tout le monde se réunisse, mais si les personnes qui sont... Est-ce qu'il a tenté des tentatives de conciliation entre les différentes entités? Je crois oui, je crois oui, il l'a fait. Bon, ok, mais tu vois que... Non, rapidement, rapidement. Tu vois que, ce que tu dis, c'est vrai, il y avait des problèmes au sein de la corporation des arbitres, des entraîneurs, des anciens footballeurs, mais quand tu brandis un slogan, je viens pour rassembler. Exactement. Mais tu dois réussir cette mission-là. Mais on voit même pas qu'on appelle des éléments. Mais ça ne dépend pas seulement que de lui. Mais oui, mais justement, c'est lui que le président. C'est lui que le président. Mais malheureusement, il ne peut pas rassembler, Magatte. Non. Parce que, écoute-moi, parce qu'il lui met un parti pris. Non. Attends, non, écoute-moi. Mais lui, il a un parti pris, il va rassembler quoi? À quel niveau il a un parti pris? Mais attends, dans l'affaire des anciens footballeurs, oui. La fille et puis le truc de Zéro Max, il a pris parti pour... Et il a fait sortir un communiqué déjà? Il a un parti pour Cyril de Moreau. Oui, donc, comment il peut les rassembler? Attends, écoute-moi. Comment il peut rassembler? Puisque lui, il a un parti pris. Au niveau des arbitres, il y a Sharaf et Danon Roland. Mais Sharaf est dans son équipe. Forcément, il a un parti pris. Donc, il ne peut pas rassembler. Donc, c'est un slogan pour endormir les gens, pour enfumer les gens, c'est tout. Monsieur Magatte. Allez, 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Un an après son avènement à la tête de la Fédération ivoirienne de football, le bilan d'Idriss Diallo est-il convaincant? Monsieur Magatte, vous appelle. Allons-y. Le secrétaire général de monsieur le président de l'AMAFSI, il est membre de la Ligue professionnelle de football. Il représente les arbitres au sein de la Ligue professionnelle de football. D'accord. Ça, c'est un acte de rassemblement. C'est un acte fort de rassemblement. Monsieur le président de l'AMAFSI, il participe aux activités de la fédération. Il n'y a pas longtemps, il participait à une formation de la FIFA et où il a été évalué. Mais ça, c'est seulement que c'est le seul exemple que vous avez au niveau... Non, c'est pas le seul exemple. Mais ça veut dire que lui, il montre quand même qu'il a de la bonne volonté et qu'il faut travailler avec ceux qui sont là. Mais si au niveau de l'AFI, des gens ont délibérément décidé de quitter l'association et même de contribuer à ce qu'on lui arrache sa subvention à l'étranger, mais qu'est-ce que le président Idriss peut bien faire? Mais le président Idriss a quand même lancé des messages d'apaisement et pour dire que non, nous sommes tous des Ivoiriens, trouver une solution au niveau des footballeurs en activité. Et ça, il a dit. Donc là, c'est une impulsion de la part du président, c'est bien cela. Monsieur, on va ramener le calme, on va prendre un autre appel à demander, on va permettre à ceux qui nous suivent effectivement de prendre part à ce débat. Allez, direction Adiaké, retrouver un autre téléspectateur fidèle. Oui, le chantre Okniel, salut à vous et bienvenue. C'est très chaud ici, hein, comme vous le savez, comme à leur habitude, entre le demander et Martial Logoro. Salut à vous. Salut. Alors, le chanteur Okniel, vous me laissez quand même rappeler le thème du jour, hein, si vous le permettez. Un an après son avènement à la tête de la Fédération ivoirienne de football, le bilan d'Idriss Diallo est-il convaincant? Voici donc le suivi du jour. Hein. Ok. Je pense que M. Idriss dit que c'est mieux, mais il y a beaucoup de choses à améliorer. Voilà, on va aller franco, hein, sur la question. Selon vous, le bilan d'Idriss Diallo est convaincant? Oui, je reste sur le débat en fonction de ce que M. Martial et M. Charles ont dit. D'accord. Le slogan de M. Idriss Diallo rassemblé pour tous les pieds. Et même dans son staff, il y a Mme Anne-Marie Guessé qui avait un concept dans la terre. Mais toutes ces choses-là, moi je pense que de ce côté, il y a beaucoup de choses à revoir. Prenons le cas de M. Kofi de Chadra qui a rejoint M. Idriss Diallo. Oui. Il a dit que c'est Dieu qui a inspiré des partis. Vous voyez, donc il faut que les spectateurs soient clairs, c'est pas tout ici pour M. Hervé Siabat. Je pense que normalement le slogan qui est rassemblé pour développer. D'accord. Chanteur Okniel, on a un problème de retour avec vous, hein, effectivement. Hein. On sera obligé de vous couper momentanément. Vous pouvez donc nous rappeler, hein, en essayant de rappeler, effectivement. Je rappelle la ligne, hein, 27 21 59 93 99 27 21 59. Monsieur Magatte. 93 99. Monsieur Magatte. Demandé qui avait la parole. Non, il a dit ici sur ce plateau les raisons pourquoi Idriss a échoué. Moi, je n'ai pas encore donné mes raisons pourquoi Idriss a réussi. Non, et ça, il faut que je les donne. C'est celui qui voulait rebondir sur. Donc, laissez-moi rebondir dessus. Ou pas? Non, en fait, je voulais rebondir très rapidement, avant très rapidement pour dire que quand il a dit qu'il y a des crises, mais
avant même l'élection de M. Idriss Diallo, il avait déjà, tout à l'heure je l'ai dit, il avait déjà pris parti. Ben, il parlait de ce que M. Idriss Diallo avait déjà amené un membre de la mafia, c'est bien ça? Oui, bien sûr, qui est membre du bureau de la lutte professionnelle. Tu prends un membre de la mafia et vous combattez le président. Mais qui le combat? Mais tu sais de quoi je parle? Il est associé à toutes les activités. Vous le combattez. Non, c'est lui qui se met en marge en faisant des déclarations tapageuses et tempestives. Et les gars le combattent, il empêche de travailler. On va remettre le calme. Qui fait des déclarations tapageuses, mon cher Monsieur Dallon Roland. À quel niveau? Parce que vous ne pouvez pas dire, par exemple, que le président de la commission centrale des arbitres, normalement, doit être un arbitre. Et M. Dallon Roland oublie de dire que lorsqu'il a été nommé arbitre international, le président de la commission centrale des arbitres était un non-arbitre, M. Omer Déoulé. M. Danon, qui critique et qui attaque le président de la commission centrale des arbitres, oublie de dire que la personne qu'il snobe, c'est celui-là, c'est celle-là même qu'il a invité pour l'inauguration du siège de l'AMAPSI à Yopougon. Est-ce que vous voyez un peu les conséquences? Mais vous savez au moins qu'à l'avènement de M. Roland Dallon. S'il vous plaît, messieurs. Vous savez qu'à l'avènement aussi également du président Idriss Yacine Diallo, il y a eu l'augmentation des visites médicales. C'est bien cela, des arbitres. Donc, effectivement, étant le président de l'AMAPSI également, et l'endroit, effectivement, de réclamer équité et justice là-dessus. Allez, direction. Yakassé fait Yassé, c'est bien cela. Retrouver l'ami Perico. Oui, c'est ça. Ben, salut à vous, cher ami. Maga, ça va un peu? Ouais, ça va super bien. Alors, à un an après son avènement à la tête de la Fédération ivoirienne de football, le bilan d'Idriss Diallo est-il convaincant? Voici le sujet du jour. Oui, je vois. Bon, bonjour d'abord à tous. Bonjour. Voilà, demandez à M. Martial Gourou et Soalo de se calmer un peu. On est calme, Non, là, je suis pas d'accord avec vous, mon cher. C'est le débat. Il va question comme ça. J'aime ça. Allons-y avec vous. Non, mais, voilà, mais moi, ce que je peux dire... Oui. Bon, de toute façon, la question, on dit que le bilan est satisfaisant. Oui. Bon, moi, je pense que c'est relatif, hein. Voilà. Bon, mais nous, on va... C'est-à-dire que chacun va donner son avis. Mais certainement qu'on peut s'intéresser, peut-être, nous, ce qu'on voit, hein, parce que tout à l'heure, si les gens nous disent que peut-être en termes de finances, oui, ils ont eu plus d'argent ou pas, nous, on ne voit pas. Vous voyez? Donc, nous, ce que nous, on voit, voilà ça. Tout à l'heure, le débat, on dit quoi? Moi, à mon avis, ce n'est pas convaincant. Voilà. Parce que c'est du championnat. Mais ma pote à vous poser. Donc, pour vous, ce n'est pas convaincant. Ce n'est pas convaincant. C'est le championnat, nous, qui nous intéresse. Aujourd'hui, là, mais le championnat se joue. Oui, le championnat de premier... Oh non, ça se joue, je sais. Mais la dernière fois, ils ont fait un bilan à mi-parcours. Où eux-mêmes, ils reconnaissent qu'ils ont des déficits au niveau organisationnel. Oui, 80 millions de francs CFA comme déficit, effectivement. Comme déficit. Pourtant, vous êtes venus... Enfin, pourtant, la fédération est là, c'est pour faire rayonner le foot. Il y a tellement de choses qu'il faut capitaliser. Ils sont venus, enfin, la fédération, le bureau est venu, ils se sont mis dans une position... Eux-mêmes, ils se sont opposés à eux-mêmes. Non, il y avait des équipes... On parle de M. Perico, je ne vais pas vous laisser aller dans ce sens. Mais déjà, merci beaucoup de gens. Hein. On a pris note de... Vous avez dit que ce n'est pas convaincant et ça, c'est votre avis. Non, c'est pas convaincant. Merci à Perico. On va permettre aussi également aux autres téléspectateurs de prendre part à ce débat. Voilà. Merci à vous. Je donne pourquoi le mandat sur la première année est convaincante. Oui, mais bien sûr, c'est ça la question, oui. Donc, je réponds. Prenons d'abord au plan des organisations des compétitions. Oui. Toutes les compétitions majeures de la fédération sont organisées. On n'a pas fini déjà. On va arriver maintenant aux compétitions, mais avant ça... Oui, mais je t'ai dit pourquoi. Non, avant ça, non. Quand même, je dirige le fil conducteur de l'émission et vous me suivez si vous le permettez, d'accord? On va arriver aux émissions tout à l'heure. Parlons maintenant de l'augmentation des prix des licences. Là, vous le savez, hein. Voilà. Avant, par exemple, la licence simple était de 1 000 francs. Et avec l'avènement du nouveau comité exécutif, on est passé à 10 000. Et lorsqu'un joueur est prêté... 10 000 10 000. Vous avez bien pris une note? 10 000 francs. Je peux me tromper, mais c'est 10 000. Lorsqu'un joueur est prêté ou doit être transféré dans un club, il devait s'acquitter d'une licence de 20 000 francs. Là aussi, également, ça a augmenté. La licence d'un joueur étranger, senior, coûtera désormais 50 000 francs CFA. Les joueurs étrangers des autres catégories, hein, c'est-à-dire moins senior, 25 000 francs au lieu de 10 000 francs auparavant. L'un mis dans l'autre, tout ça, vraiment... on connaît le contexte aujourd'hui au niveau de nos clubs qui n'ont pas assez de moyens. Ça favorise, du moins, c'est la pauvreté vivant de l'effectif de certains clubs. Donc, ne soyez pas surpris de voir aussi également le niveau du championnat à ce niveau-là. Donc, ça aussi, c'est une question à avoir, n'est-ce pas, mon cher ami, je le demander.
Écoutez, il y a eu le débat ici, ça a créé beaucoup de remue-ménage. De remue-ménage, enfin, Oui. de commentaires, Oui. des clubs, au niveau du football amateur, ils se sont plaints de cette augmentation de licences. Même les membres actifs, c'est vrai, ils s'en plaignent. Forcément, quand tu demandes à quelqu'un, un président de club, qui paye une licence à 1000 francs, de payer maintenant une licence à 10 000 francs, forcément, ça va jouer sur le budget. Donc là, ça a été une décision, mais on peut comprendre, ils sont en quête d'argent. Non, je lui ai demandé. Il a dit à l'avènement qu'il avait un pôle de sponsors avec lesquels il devait diriger. Mais ils sont en quête d'argent. Ah oui? C'est pour avoir de l'argent, c'est tout. Ils le font. C'est pas pour amener la tranquillité, la transparence? Non. D'accord, allons-y. Il a parlé au niveau des clubs amateurs. Oui. Les clubs amateurs, lorsqu'on organisait jusqu'à 2019-2020, la saison, les compétitions au niveau des clubs amateurs, chaque club amateur était obligé de payer 200 et quelques mille, si je ne me trompe pas, 250 000. Oui. Ça a été supprimé, D'accord. cette fois-ci, par le comité exécutif actuel. Donc ça, c'est une très bonne chose. Oui, vous comprenez? La gouvernance, oui. Donc, je crois que c'est quelque chose d'assez bon. C'est pour aider les clubs. Ah, c'est et un donc, bon c'est point normal oui. qu'une licence qui passe de 1000 francs à 8000 francs, Oui. au niveau des, je ne sais pas si c'est 8000, 10 000, au niveau des clubs amateurs, Oui. mais une licence reste une licence. Ce n'est pas parce que vous avez une licence de club amateur que s'il y a un club professionnel qui a besoin de vous, que vous n'irez pas. Maintenant, prenez au niveau du football féminin. On est passé de 2,5 millions à 10 millions de la subvention. Au niveau des groupements d'intérêt, on est passé de 10 à 15 millions. Mais quand on regarde le comité exécutif actuel qui est arrivé, au niveau de tout ce qui est financement, mais tout a été majoré. Tout a été majoré. On va demander, c'est pas à la quête de remplir les caisses. Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Allons-y en 30 secondes. Nous avons un appelant au bout de la ligne. C'est-à-dire que quand tu dis qu'ils ont supprimé le droit d'adhésion, 200 000 francs, oui, 204 000. mais ils rattrapent ça avec les licences. Mais c'est combien? Entre un club qui paie 250 000 et une licence qui passe de 1000 francs à 10 000. Voyez la différence? C'est beaucoup, c'est énormissime. Calme-toi. Ils rattrapent ça avec les licences. Oui. Si tu as un effectif de 30 joueurs, que tu dois payer une licence à 10 000 francs, ça fait combien? 30 joueurs, licence à 10 000, on a 300 000, si je ne me trompe pas. De 250 000 francs. Voilà. D'accord, allez. Oui, mais avant, on payait les droits et on payait les licences. Non, mais les licences, c'était à 1000 francs. Oui, mais c'était à 1000 mais 1000 francs, c'est quand même de l'argent. En supprimant les 200 000 francs, ils n'ont rien fait. Ils rattrapent ça autrement. Je sais que tu es un adepte du nihilisme qui ne croit à rien, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Les gens font des efforts. Je t'ai fait la démonstration ici. Non, mais c'est une fausse démonstration. Monsieur Serge Kobinan est au bout de la ligne. Salut à vous et bienvenue. Vous êtes là? Serge Kobinan? Ben voilà, nous l'avons perdu. L'ami Serge Kobinan, peut-être il a sûrement longtemps entendu. Hein. Allez, vous pouvez donc rappeler encore une fois 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Vous parlez effectivement des compétitions. Oui. Alors, lorsqu'il est arrivé, on avait déjà joué la CAN. Hein. Bon, il n'y a pas de souci. Après, on joue quoi? On joue le CHAN. On est qualifié pour le CHAN. On a été éliminé de manière prématurée pour les Jeux Olympiques. On a été quoi? On a fait un bon parcours au niveau du CHAN, tournoi de Montaigu et tout ça. Donc, pour vous, sur les compétitions, le bilan est-il satisfaisant ou pas? Moi, je pense que, vous savez, M. Idriss a été élu en février. Oui. Il s'est installé en mai. En avril. En avril, pardon. En avril, ouais, le 23 avril. Il s'est installé en mai. Mais, le temps qu'il arrive, il y avait déjà des compétitions qui étaient annoncées. Si on n'était pas dans une période de transition, il revenait au comité de normalisation de préparer les équipes nationales pour ces compétitions-là. Maintenant, pour ne plus qu'on revive ce genre de situation, M. Idriss, en quelques mois, a déjà mis en place les sélections U20, U16, U17 pour que nos équipes soient prêtes pour affronter les prochaines compétitions. Donc, je vais dire qu'à sa décharge, il n'a pas eu le temps et c'était ceux qui étaient avant lui qui auraient dû préparer ces équipes-là pour participer aux éliminatoires où la Côte d'Ivoire a été éliminée. Bon, ok. Tu vois, sur le plan, il y a des échecs chez les U17, chez les U20, chez les U23. On a raté la CAN, on a raté les JO. Le CHAN aussi, on l'a raté. On a fait un bon parcours quand même, non? Tu as gagné le CHAN? Non. Ah bon, ok. Donc, tu vois, quand tu dis que si monsieur le commerce avait qualifié l'équipe des U17 pour la CAN, des U20 pour la CAN, tu allais dire ici,
Voilà, en 2 mois, 3 mois, ils ont réussi à qualifier. Non, tu ne vas pas me prêter des intentions. On se connaît. Monsieur, on ne peut pas... Attends, tu l'as dit ici. On ne peut pas préparer une équipe en 2 mois et en 2 mois, monsieur Soyot. Soyons sérieux, nous sommes sur un plateau sérieux. Attends, faut pas... Tu l'as dit ici, voilà, ils sont venus. Je ne l'ai pas dit, comment tu me prêtes des intentions? Écoute-moi, ils ont qualifié l'équipe. Attends que je le dise. Attends, ils ont qualifié l'équipe de U17, de U20. Mais s'il y a eu échec, ça fait partie du bilan. Non. Ça fait partie de leur bilan. Qui ont préparé ces équipes. Il n'y a pas eu de préparation. C'est eux qui ont dirigé l'équipe. Non. C'est eux qui ont dirigé l'équipe. Ça fait partie de leur bilan. Non, gardez le reste de vos arguments. Je viendrai à vous tout à l'heure. Monsieur Yao, Conan, Jules, nous attend au bout de la ligne. C'est bien cela, hein? Monsieur Conan Yao. Voilà, salut à vous et bienvenue. Alors, on entend parler effectivement du bilan du président Idriss Yassine Diallo. Ça fait 1 an maintenant qu'il est à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Alors, son bilan est-il convaincant? Bon, pour quelqu'un qui vient de faire 1 an, moi je dirais que on devait attendre un peu avant de dire un peu son bilan. Mais ça fait 1 an maintenant, non? Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, hein? Oui, beaucoup de choses se sont passées, bien sûr, mais que les choses prennent, c'est pas lui qui a commencé. Quand il est arrivé, il a trouvé des difficultés, il doit prendre le temps de les arranger avant de repartir. Pour nous dire, voilà le travail que nous sommes en train de faire. Je vous retourne la question. Vous pensez que les 12 mois qu'il a eu à effectuer à la tête de la Fédération ivoirienne de football ne sont pas à mettre à son actif? Bon, je ne dirais pas ça, mais pour moi, travailler pour sauvegarder le football ivoirien a besoin de temps. A besoin d'un moment. D'accord. Parce que Idriss Diallo, quand il est venu, ce qu'il a fait, on peut tenir compte de ces 12 mois qui sont passés. Je dirais que ce n'est pas totalement convaincant, mais il est un peu toléré parce qu'il n'a pas encore reçu plus de temps pour travailler au niveau de la fédération. D'accord. Merci beaucoup, hein, monsieur Yao. Effectivement, votre analyse est très pertinente, effectivement. Donc, pour vous, bon, voilà, il jouit de certaines circonstances atténuantes. C'est ce que j'avais dit. Merci à vous. Mais Magat, oui, Magat, on sait qu'en 1 an, il ne peut pas tout faire. Oui. Mais on juge un bilan de 1 an. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. On ne dit pas qu'il va peut-être échouer. On juge un bilan de 1 an. 23 avril 2022, 23 avril 2023. Exactement. C'est ce que nous jugeons. Monsieur Soyot, voilà. Quand monsieur est élu en avril et qu'il s'installe en mai, et qu'il y a une compétition dans les 1 mois, 2 mois qui suivent, ce n'est pas lui qui, en réalité, a préparé cette équipe. Mais on dit toujours que la Donc, ce que je veux dire, au plan sportif, le résultat qu'on peut juger de monsieur, il est venu, il a mis en place une DTN, qui est en train de mettre en place, qui a mis en place des équipes de jeu. Il n'y avait pas de DTN avant? Si, mais il n'y avait pas ce travail-là qui était fait avant. C'est quoi ce travail? Avant, le travail qui était fait, c'est quoi? On vient, lorsqu'il y a une compétition des cadets qui doit se dérouler, à 2 semaines avant, 3 semaines, on essaie de sélectionner des gens et on les envoie. Aujourd'hui, il y a une équipe qui est mise en place, il y a un travail qui est fait à la base, qui met en place déjà des équipes. Et donc, à ce niveau, on peut jouer. Et cette équipe U20 qui a joué au nom de U23 allait gagner un tournoi au Maroc. L'équipe U16 s'est retrouvée au tournoi de Montaigu, elle termine 9e même. 9e. Elle est la première équipe des équipes qui ne se sont pas qualifiées pour les quarts de finale. Et elle a produit le meilleur jeu. Et donc, déjà, le travail qui est fait à la base, c'est encourageant. Le trophée de Montaigu, un trophée majeur. On a placé le temps sur le demander. Ça, c'est le tournoi. On va pour les 30 secondes au Japon. On va pour les 30 secondes au Japon. 1 an après son avènement à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Le bilan d'Idriss Diallo est-il convaincant? Vous avez 30 secondes pour convaincre sur le demander. Non, moi je pense que le bilan n'est pas convaincant. 23 avril 2022, 23 avril 2023, je reste sur ma faim. Tout à l'heure, il parle du tournoi de Montaigu, du tournoi de Maroc. Mais ça, c'est des matchs de gala. On a été éliminé chez la U17, compétition officielle. U20, compétition officielle. U23, compétition officielle. CHAN, compétition officielle. Tu nous parles de Montaigu, tu nous parles d'un tournoi du roi du Maroc. C'est des matchs de gala. Voilà. Oui. On vous a compris. Vous n'avez pas assez de choses à dire. Hein. 23, j'ai déjà résumé les gars. D'accord. Allons-y, Marcel Gourou, 30 secondes. Monsieur Idriss a un bilan satisfaisant. Il est arrivé dans un milieu chaotique où il y a eu une transition. Monsieur Idriss est en train de mettre en place les bases. Il a organisé aujourd'hui toutes les compétitions. Il y a même un championnat féminin de Ligue 2 qui a été créé. Il y a une DTN qui est en train d'organiser les centres de formation, les académies. Il y a de l'argent qui a été injecté, augmenté pour les clubs. Donc, je crois qu'il fait un travail assez correct. Il faut le laisser poursuivre.
Il faut le laisser poursuivre, effectivement. Donc, ça fait 12 mois déjà pour lui, hein, on espère. Il lui reste encore quoi? Il lui reste 36 mois, effectivement, à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Allez, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Vous le savez, un rendez-vous sur la page Facebook de la 3 pour continuer donc le débat et nous dire entre Martial Gourou et Charles Demandé qui a été donc le plus convaincant. Merci à vous, Charles Demandé. Merci à vous, Martial Gourou. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur les antennes de la 3. Allez, salut.